Bonjour à tous, c'est la 100e de Média, le magazine aujourd'hui. Alors merci de votre fidélité avec le dossier Renault, la conférence de presse de Nicolas Sarkozy et la bataille des égaux au PS. L'actualité sera au cœur de l'émission comme chaque dimanche. 3 cadres montrés du doigt, accusés d'espionnage qui se défendent et obligent finalement leur patron à communiquer. Le dossier Renault semble beaucoup plus complexe que la première version donnée par la presse. Enquête et débat sur la réaction des grandes marques en cas de tourmente médiatique. C'était seulement la 3e conférence de presse de Nicolas Sarkozy depuis le début de son quinquennat et nous étions dans les coulisses les seuls à filmer juste après l'intervention du chef de l'État, un président en reconquête face à des journalistes de plus en plus critiques. C'est le drame du là ou comment une petite phrase de Martine Aubry a relancé la guerre des roses au PS. On en parlera dans le débat de Média le Mag, le philosophe Yves Michaud face au directeur général du magazine Valeurs Actuelles, Guillaume Roquette. Semaine difficile pour Europe 1 qui perd ses 2 présentateurs vedettes, Marc-Olivier Fogiel et Nicolas Demorand. Un coup dur et un défi pour le nouveau patron, Denis Oliven. 417 828 €, c'est ce qu'a gagné un candidat des 12 coups de midi cette semaine sur TF1. Record battu et audience garantie pour l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann. Il viendra nous parler de sa concurrence avec Nagui. Mais tout de suite, une entreprise qui tient une place particulière dans l'histoire et le cœur des Français. Renault fait la une de l'actualité depuis un mois pour une affaire d'espionnage supposée, une affaire où chacun veut s'attribuer le rôle de victime. Quand les cadres se rebiffent, c'est un reportage de Quentin Canette et Éric Filbert. C'est un scénario qu'on dirait tout droit sorti d'un James Bond, avec comme personnages principaux le PDG d'une des plus grandes entreprises françaises, 3 cadres soupçonnés d'espionnage, des avocats qui se livrent une guerre totale et des journalistes qui s'interrogent. À ce stade, nous ne savons pas qui de Renault ou des cadres a raison ou tort. Alors, comment la presse a-t-elle traité cette affaire pour le moins hors norme? Et quelle stratégie la direction de Renault et les 3 cadres évincés ont-ils mis en œuvre pour tenter de gagner des points dans les médias? Retour sur le dernier film à succès dans les JT, ou quand la marque aux losanges fait la chasse aux espions. Au départ, ce sont 2 dépêches AFP bien mystérieuses, envoyées après 20h le 4 janvier, et qui vont mettre les rédactions en alerte. On y mentionne que 3 cadres de Renault auraient été mis à pied pour divulgation d'informations sur un programme top secret, celui des voitures électriques. Très vite, la presse embraye et parle d'espionnage, de taupe, un emballement médiatique dévastateur selon l'avocat de Mathieu Tenenbaum, un des salariés licenciés. L'affaire est très vite montée en mayonnaise dans la presse et le jeudi matin, il y a une double page dans le quotidien Le Parisien avec le nom des 3 personnes qui ont été mises à pied par la société Renault, dont le sien, ainsi que les photos. Et là, tout à coup, c'est le mur en direct, mais en quelques secondes. C'est-à-dire que c'est vraiment comme un accident de voiture. Et si la presse ne fait pas vraiment dans la demi-mesure, c'est qu'elle ne dispose que de quelques sons de cloche, tous dans l'entourage de la marque aux losanges. En premier temps, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sources d'information, dans la mesure où l'État actionnaire n'a pas été mis au courant, la DCRI, le service de contre-espionnage, n'a pas été saisi. Donc finalement, on n'a que Renault comme source d'information. Renault en interne ou à la périphérie. Un traitement médiatique déséquilibré, mais justifié par l'importance de l'affaire. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est une affaire d'espionnage, c'est quelque chose qui suscite de l'intérêt. 2, c'est une société comme Renault. Renault, c'est des sociétés, il n'y en a pas 36 en France, comme ça, c'est Renault, c'est EDF, c'est La Poste. Des sociétés, dès qu'il se passe quelque chose, c'est assez médiatisé. Alors, face à la déferlante, les avocats des 3 cadres vont organiser de main de maître la riposte médiatique une semaine après le début de l'affaire. Une riposte en 3 temps. D'abord, en permettant à leurs clients de clamer leur innocence face aux caméras à la sortie de leurs entretiens préalables au licenciement le 11 janvier. Renault porte contre moi des accusations très graves que je réfute totalement. Il m'a été exposé des faits que je réfute également, complètement. À partir de là, je considère que c'est une grave atteinte à ma dignité, à mon intégrité. Ensuite, il y a les avocats. Tous demandent à Renault de préciser la nature des accusations contre leurs clients. Quel pot de vin? Combien? Où? Comment? Par qui? Quels actes contraires à l'éthique? Il n'a été répondu par la direction de Renault à aucune de ces questions. Mais surtout, les avocats vont chercher à ce que l'opinion puisse s'identifier à leurs clients, comme quand la presse est invitée à venir écouter la détresse de Bertrand Rochette. J'ai l'impression d'être pris dans une machine, dans un système qui me dépasse complètement. Je me sens trahi, effectivement, c'est terrible.
Objectif atteint, la presse s'interroge désormais sur le bien fondé des accusations de Renault. Le groupe cherche à reprendre l'avantage et annonce pour la fin de semaine une interview de son PDG dans le journal du dimanche et sur TF1. Les avocats des 3 cadres, eux, minent le terrain dans les médias. On savait que le dimanche, il y aurait une énorme offensive médiatique de Renault. Alors nous-mêmes, nous nous y sommes préparés. Comment? Eh bien, en assénant dans la presse un message très simple. Le président de Renault doit donner des preuves. Et quand Carlos Ghosn arrive sur le plateau de Claire Chazal, la première question est forcément celle des preuves. Est-ce que vous avez eu des preuves formelles de leur culpabilité? Nous n'avons aucune preuve que la technologie elle-même ait été l'objet de cette démarche. Nous pensons que c'est le système économique qui aboutit aux investissements qui ont été faits par l'entreprise. Et vous pensez que c'est allé au profit d'un concurrent, d'un pays? On parle de la Chine. Est-ce que là, vous avez des indications? Là, je pense que c'est à la justice de le déterminer, c'est pas nous. Alors là, on voit déjà qu'il ne va pas répondre à la question, qu'il envoie directement sur autre chose. Il y a un formidable décalage entre l'assurance du groupe Renault et la mise en cause de 3 personnes et l'absence de réponse à la question précise, mais qu'est-ce qui a été volé? Des certitudes, mais pas de preuves. Un exercice d'équilibriste pas vraiment convaincant donc, mais courageux selon certains observateurs. Renault met en avant Carlos Ghosn dans un média de presse écrite, et puis au journal de 20h de TF1, je crois que c'est une dizaine de millions de téléspectateurs ce soir-là, 9 et quelques millions, on se dit, si même il ne donne pas de preuves, le fait que Carlos Ghosn prenne la responsabilité de répéter les doutes qu'ils ont, on se dit qu'ils ne peuvent pas l'inventer. Un discours répété en boucle par l'avocat de la firme. On a compris qu'il y avait de l'espionnage industriel au sein de Renault. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Pourtant, ce week-end, ce sont bien les 3 salariés mis à pied qui semblent avoir remporté la bataille médiatique. Les cadres dans Renault me font penser à l'affaire Kerviel pour la Société Générale. C'est-à-dire que dans le doute, on va quasiment plutôt privilégier une sympathie vers les personnes, au détriment du système. Un doute qui, 3 semaines après le début de l'affaire, n'est toujours pas dissipé, à moins que l'enquête en cours des services du contre-espionnage permette de lever le voile. Beaucoup de suspense en perspective donc, pour le plus grand bonheur des médias. Pour parler du dossier Renault, mais aussi d'une autre marque confrontée à une crise médiatique cette semaine, la chaîne de restauration rapide Quick, je reçois François-Bernard Huyghe, sociologue des médias, le journaliste de Marianne, Jean-Claude Jaillette et Saïd Aïssaoui, spécialiste de la communication de crise. Bonjour à tous les 3, merci d'être là. Un mot rapide de Renault pour commencer, on vient de voir le reportage. En retraçant cette histoire, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Comment, Saïd Aïssaoui, je vais commencer avec vous, quelles erreurs Renault a-t-elle commises pour se retrouver aujourd'hui soupçonné? Peut-être, avant toute chose, une erreur de timing. On a l'impression que le timing n'est pas très bien réglé, que la prise de parole de Carlos Ghosn au JT de 20h la semaine dernière, pour dire quoi? Pas grand-chose, qu'il y a des certitudes, alors que c'est la question de la preuve qui est posée. Donc, je pense vraiment à une prise de parole à contre-temps, essentiellement ça, à ce stade, parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Oui, c'est ce que montre le reportage. Sur le fond du dossier, on a peu d'éléments. Il y a l'avocat de l'un des cadres laisse entendre que ça peut être une manipulation, ou alors carrément un coup de pub orchestré par Renault pour sa voiture électrique. Est-ce que c'est une thèse qui vous semble plausible, ça? Ça me paraît difficile, parce que les conséquences, si effectivement ils y sont allés... S'ils ont licencié des directeurs de ce niveau-là sans preuve, les conséquences sont dramatiques. Or, c'est bien ça qui pêche dans cette histoire. On a l'impression, à y regarder de plus près, qu'ils y sont allés un peu vite en la matière. C'est vrai que ça a pris du temps. Ce qui est reproché à ces cadres, c'est déroulé sur une période assez longue. Mais dans une affaire comme ça, il faut des preuves. Il faut quasiment prendre les gens la main dans le sac. C'est-à-dire qu'il aurait fallu attendre que une des personnes concernées ou soupçonnées aille retirer de l'argent en Suisse, ou qu'on puisse matérialiser les dépôts dans ces banques. Or, à ma connaissance et à la connaissance du grand public, j'ai l'impression qu'il y a de ce point de vue-là rien. Donc ça sent l'amateurisme, cette histoire, vraiment très très fort. François Bernard Huyghe, d'un mot, vous êtes sociologue des médias, les journalistes sont-ils allés trop vite? C'est vrai que le premier temps de traitement de l'affaire dans la presse, c'est les 3 cadres dont les noms, les visages sont
livrés en pâture, on peut difficilement dire. Alors, ça, je crois que c'est un phénomène très général et ils n'ont réagi ni plus vite ni plus lentement que dans n'importe quelle affaire où on désigne un suspect. Alors là, on pourrait parler pendant des heures du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence. Mais c'est vrai qu'on a fourni vraiment quelque chose d'excitant, quoi. Il y avait de l'espionnage, des Chinois, une boîte mythique, oui. Sur la responsabilité journalistique. D'excitant, mais surtout de très fort. Quand une entreprise de ce niveau-là licencie des directeurs de ce niveau-là, un journaliste ne peut pas faire autrement que de penser qu'il y a quelque chose de très, très fondé derrière. C'est une histoire forte. Allez, autre affaire qui met en cause une marque très connue du grand public, c'est la mort d'un adolescent de 14 ans en Avignon samedi 22 janvier. La veille, il avait dîné dans un fast-food et lundi, voilà comment l'information est traitée, par exemple, aux 13h de France 2. Regardez. Venons-en maintenant à ce décès suspect d'un adolescent de 14 ans ce week-end à Avignon. Vendredi soir, il avait dîné avec son père dans un fast-food. Tous les deux ont été malades, mais le jeune homme n'a pas survécu. Il avait une santé fragile. Par précaution, le restaurant a été fermé. Ce matin, le restaurant Quick d'Avignon est fermé. La direction invoque un problème technique. C'est en réalité une décision de la préfecture par précaution. Élise Lucet ne cite pas la marque, mais le reportage commence par un gros plan sur l'enseigne. François Bernard Huyghe, les journalistes pouvaient-ils, c'est un peu la même question que sur Renault, parler de cette affaire sans citer l'entreprise? Écoutez, ça me paraît un peu difficile. Enfin, tout à l'heure, on n'a pas dit un fabricant de voitures qui fait des voitures qui ont 4 roues. Et bon, on ne peut pas être dans la périphrase. On ne peut pas être dans la périphrase. Bon, c'est quick, quoi. Voilà, il faut le dire. Et d'autre part, là, on est dans un autre cas de figure où il n'y a peut-être pas les mêmes enjeux, mais c'est un cas assez classique. On connaît ça depuis l'Antiquité. C'est est-ce que post-quod, propter quod, est-ce qu'un événement qui s'est produit à la suite d'un événement est produit à cause de cet événement, alors avec tous les fantasmes de l'empoisonnement qui vont se développer à ce sujet. Il y a 3 principes contradictoires dans cette affaire, mais dans toutes les crises alimentaires. Il y a le droit à l'information, il y a le principe de précaution, qui est de plus en plus brandi. On a envie de dire que le parapluie est peut-être de plus en plus large. Et puis les conséquences économiques d'une affaire pour une entreprise et ses salariés, faut pas l'oublier. Vous qui êtes spécialiste de la communication de crise, comment vous utilisez ces 3 principes, ces 3 piliers? Qu'est-ce que vous conseillez à vos entreprises, à vos clients? En théorie, et ça se vérifie souvent en pratique, il y a un principe de communication. Il y a une exigence de communiquer, une exigence de transparence. D'accord, pas de politique de l'autruche. Non, de toute façon. Non. Donc ça, c'est la théorie. Et donc la question qui se pose à l'entreprise, c'est qu'est-ce qu'elle doit dire? Voilà. Donc nous, on leur dit, il faut parler, il faut répondre à un minimum de questions pour répondre à cette exigence de transparence, mais sans insulter l'avenir et sans prendre de risques par rapport aux futurs résultats des analyses. Jean-Claude Jaillet, vous avez écrit plusieurs livres sur les crises alimentaires, sur la malbouffe. Pensez-vous que les médias qui vivent de la publicité sont encore plus prudents quand des grandes marques sont mises en cause, dans la façon d'en parler, de les citer? Non, parce que moi, si j'avais eu une dépêche qui m'avait dit une grande marque de fast-food a eu des problèmes, la première chose, je suis journaliste dans l'âme, la première chose que j'aurais faite, c'est de chercher quelle était la marque. Ouais. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'on n'est pas plus prudent sur TF1 ou M6 que chez Marianne, par exemple? Mais on est prudent. Moi, parce que on va aller au bout de la logique, parce que les budgets de publicité de ces grandes marques peuvent influer sur des décisions. Non, mais la question, c'est de produire une information juste. Moi, cette affaire, elle me fait penser, à l'affaire Buffalo Grill en 2002. Et je l'ai traité, je peux en parler parce que j'étais aux premières loges. Je pense que le papier que j'ai écrit a permis à Christian Picard, le patron de Buffalo Grill, de sortir rapidement de prison. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? On apprend un jour que Christian Picard est mis en examen pour empoisonnement parce qu'une de ses clientes aurait mangé de la viande chez lui 2 ans avant de mourir de la Creutzfeldt-Jakob. Bon, il se trouve que la Creutzfeldt-Jakob, je connais très bien. J'étais particulièrement à ce moment-là, le jour où l'information est tombée, j'étais en train de terminer un bouquin précisément sur l'histoire de la vache folle, où je travaillais avec un scientifique de très bon niveau. Donc je savais exactement comment se transmettait la maladie.
c'est une maladie qui demande entre 12 et 20 ans d'incubation. Donc il peut pas, la jeune femme qui est morte 2 ans après avoir consommé de la viande, même si c'était de la viande importée d'Angleterre comme on le prétendait, ne pouvait pas avoir été tuée par ça. Donc il y avait une aberration scientifique. Mon travail de journaliste a été d'aller chercher les preuves scientifiques pour montrer que ce que disait la juge d'instruction était sans fondement. J'avais raison, elle m'en a beaucoup voulu d'avoir écrit ça, mais voilà, c'est ça le boulot d'un journaliste. Dans cette affaire-là, moi je ne l'ai pas fait parce que j'étais à l'étranger à ce moment-là, mais si j'avais eu à traiter de cette affaire, j'aurais consulté un scientifique pour voir si on peut, en consommant de la viande, et être exposé à une bactérie qui vous tue en 24 heures. Voilà, c'est ça la vraie question. Et à l'époque, on va revoir un extrait de journal télévisé justement de l'époque Christian Picard, affaire Buffalo Grill. C'est aux 20h de TF1, il se défend des accusations qui sont portées contre lui, et on va voir après que cette affaire n'est toujours pas tranchée. Regardez. Dans les cuisines de ce Buffalo Grill, le personnel n'a rien changé à ses habitudes. Pourtant, les clients se font rares. Ici, moins 20% de fréquentation, moins 40% sur la totalité des établissements. Christian Picard, le fondateur mis en examen pour homicide involontaire, a réagi dès sa sortie de garde à vue. Non, affirme-t-il, il n'a jamais servi de bœuf anglais pendant l'embargo. J'ai toujours servi la qualité, c'est le critère numéro 1. C'est pas le prix chez nous, c'est la qualité qui compte. Qu'est-ce que j'irais gagner 2-3 francs du kilo pour aller acheter de la viande à bas prix ou en Angleterre? Mais enfin, je suis pas, excusez-moi du terme, je vais vous le dire, je suis pas con à ce point-là. Voilà. Voilà la défense de Christian Picard à l'époque, fin 2002. 8 ans plus tard, la justice n'a toujours pas tranché. Les frères Picard affirment qu'ils ont été victimes d'une manipulation d'un de leurs anciens franchisés. En tout cas, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que l'entreprise Buffalo Grill a failli mourir. Il y a eu une baisse des bénéfices de près de 80% en 2003. L'action a dévissé. Donc on revient sur les conséquences économiques et sociales d'une affaire comme celle-là pour une entreprise et ses salariés. Est-ce qu'on n'est pas dans l'irrationnel aussi, François Berner-Wig? J'ai envie de dire, quelle que soit la prise de parole du patron à l'époque, les consommateurs ne l'entendent pas. C'est vrai parce que il y a une relation alors c'est à la fois une relation de cause à effet difficile à établir. C'est pas comme dans le cas des avocats de Renault, parce que ou ils ont espionné ou ils n'ont pas espionné, c'est binaire. Tandis dans ce cas-là, comment établir une relation, etc., comment établir une faute sur un événement passé, et puis ça touche aux objets aux sujets qui font l'objet des rumeurs, c'est-à-dire l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est un mythe récurrent qu'on retrouve dans toutes sortes de bruits urbains. Les cigarettes contiendraient de l'opium, on en parlait hors antenne tout à l'heure, chez un autre fabricant, on mettrait des pilules mystérieuses dans les hamburgers. Ça fait partie des légendes urbaines. Pourquoi? Parce que, après certaines affaires célèbres qui ont marqué l'histoire des crises, la crainte de l'empoisonnement réactive des peurs ancestrales, et on part très très vite là-dessus. Et dernière question concrète, réponse rapide. Cette semaine, les publicités Quick étaient toujours diffusées à la télévision. Est-ce que vous auriez conseillé à Quick de le faire dans l'incertitude? Je manque d'éléments franchement concrets pour le faire. Aujourd'hui, en tout état de cause, aucun élément tangible incriminant la marque aurait pu conduire à prendre une décision comme celle-là. C'est pas une réponse très satisfaisante, mais on peut guère aller plus loin. Arrêter la pub, c'est reconnaître une part de responsabilité. Mais oui, bien sûr. Ça fait peut-être plus de bruit. Oui. Bien sûr. On termine là-dessus. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Média, le magazine. Près de 418 000 €. C'est ce qu'Alexandre, candidat